Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Furiosa le podcast. Cette semaine, nous allons nous intéresser au nouveau film de Sam Raimi qui s'appelle Send Help. Je suis Nicolas Gilly, rédacteur en chef de Furiosa.com et je suis avec mon acolyte Johan Orzulik qui est rédacteur pour Furiosa.com et le ciné-club de Monsieur Bobine. Salut Johan. Salut Nicolas. Alors, Send Help, c'est un film qui était très attendu, très redouté. Le retour de Sam Raimi après deux longs métrages dans le giron de Disney qui était au mieux anecdotique, au pire complètement raté. Et Send Help, c'est un retour au thriller, en quelque sorte, à la comédie horrifique, en quelque sorte aussi. C'est un film qui est une excellente surprise. Voilà, on va dire les choses comme ça. Bon, je préviens, comme d'habitude, on va probablement et même très certainement spoiler le film. Donc voilà, soyez prévenus. Johan, qu'est-ce que t'en as pensé rapidement ? Bah écoute, pour faire très simple, c'est une bonne surprise, hein. Pour ma part, je n'attendais plus rien du tout du cinéaste, puisque enfin, je vais essayer de pas faire trop raconte ta life, mais comme on dit, c'est un cinéaste qui a énormément compté pour moi, que j'ai découvert à la même époque que Peter Jackson et les sœurs Wachowski. En plus, c'est des cinéastes qui sont très liés pour moi on va dire à ma cinéphilie naissante, notamment préadolescente. Et donc j'ai suivi leur carrière avec énormément d'attention. J'ai vu malheureusement que c'est des cinéastes beaucoup plus fragiles que ce qu'on aurait pu croire au top de leur carrière, c'est-à-dire au début des années 2000, et qui ont eu énormément de mal pour des raisons X ou Y on va dire, à perdurer dans le système hollywoodien, c'est-à-dire avec la mutation de l'industrie hollywoodienne qui s'est enfermée dans une logique transmédia avec des franchises comme le MCU, etc. Donc ça fait partie malheureusement de ces cinéastes qui ont eu au même titre que d'autres, je pense à Andrew Stanton, Brad Bird, etc., ou plein d'autres, qui ont eu énormément de mal à rebondir dans ce nouveau système industriel. C'est pas nouveau, hein, ça arrive très fréquemment dans l'histoire du cinéma. L'exemple que j'aime bien citer, c'est la génération des Robert Wise, Richard Fleischer, John Frankenheimer, ou Robert Monaghan, qui ont eu énormément de mal à rebondir, qui sont ici apparus entre la fin de l'âge d'or hollywoodien et le début du nouvel Hollywood, et qui ont eu énormément de mal à survivre artistiquement ou professionnellement au changement d'une industrie, donc avec l'arrivée du nouvel Hollywood et la mainmise des grosses productions comme les films catastrophes dans les années 70. Et donc en fait c'est un parcours malheureusement qui est assez fréquent pour de nombreux cinéastes à charnière entre plusieurs époques. Arriver à franchir une époque, c'est très compliqué. Et donc moi en fait si tu veux j'attendais plus rien de lui. J'avais très peur qu'il finisse comme moi je me disais il va finir comme Frankenheimer. Pour la petite anecdote, Frankenheimer qui a fini par tourner qui était un cinéaste brillant des années 60 et jusqu'au milieu des années 70, et puis qui a terminé sa carrière par des trucs comme l'île du Docteur Moreau, ou je pense à Richard Fleischer sur Calidor, ou Conan le Destructeur. Et donc moi je m'attendais vraiment à ce qu'il finisse comme ça, voire à ne plus tourner du tout. Donc quand la bande-annonce de Sendelp est sortie, moi j'avais pas été emballé. Parce que je trouvais que c'était soigné, mais parfaitement, enfin que c'était propre, à défaut d'être soigné. Enfin du moins ce que laissaient supposer les images. Et donc je me suis rendu dans la salle sans y croire. Et au final, en plus il y avait des échos très positifs qui venaient des États-Unis. En plus le film là-bas est un joli succès. Et également d'ici en France. Et donc c'est ce qui m'a incité à lui. Allez, j'avais de toute façon, j'avais Sam Raimi oblige, je vais le voir en salle. Et quelle ne fut pas ma belle surprise de constater que ça a été on va dire un retour en pleine forme. On pourrait peut-être même dire une forme de résurrection artistique qui est très pertinente dans ses qualités et ses quelques petits défauts, et qui moi m'a revigoré. Et d'enchaîner ce film-là avec le Park Chan-wook, donc aucun autre choix, qu'on a évoqué dans le précédent podcast, ça fait un bien fou. Voilà. Donc c'est un film qui est vraiment revigorant et encourageant. Voilà. Bah, écoute, je suis assez d'accord avec toi, bon tu le sais.
On n'a pas parlé de quoi parler Sun-Help, hein, mais je vais l'évoquer vite fait. Sun-Help, c'est tout bête comme concept, c'est l'histoire de Linda de la compta, ou pas vraiment de la compta, en fait, stratégie et planning, qui est une super employée modèle, sauf que bon, bah, elle est un peu cringe, elle correspond pas au canon de beauté de son boss. Son boss qui est une caricature de CEO Nepo Baby qui hérite de l'entreprise de son père. Un connard, hein, pour dire les choses rapidement. Et ben, ils se retrouvent tous les deux bloqués sur une île après un crash de jet privé. Et il y a quelque chose qui caractérise Linda aussi, c'est qu'elle est passionnée de survivalisme et de l'équivalent de koh quoi. Et donc, ben, il se passe ce qui devait se passer, c'est-à-dire que c'est elle qui prend le contrôle sur les opérations une fois qu'ils sont sur l'île. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de... Clairement, de toute façon, c'est dans le pitch hein, qui est vraiment passionnant dans le film. C'est ce côté d'inversion des valeurs. Mais là où je trouve que Rémi, il est très malin, et c'est ce qui me fait dire qu'il est vraiment très en forme, c'est que il va pas traiter la chose bêtement, en fait, juste en mettant l'employé qui va prendre le dessus sur son boss et qui va l'humilier. Non, non. En fait, il apporte beaucoup de finesse là-dedans, avec une tonne de retournements, pas seulement de situation, mais aussi de caractère, en fait. Les personnages sont en perpétuelle évolution, on en découvre jusqu'à la fin. Et en fait, cette nana-là, on se disait que c'est le cliché finalement de la blanche colombe qui souffre et tout, en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Et là, je trouve qu'il est très fort, c'est-à-dire qu'il sort complètement des clichés, même s'il en fait peut-être un peu trop, peut-être, mais encore, c'est pas très grave. Mais il est vraiment là où moi je l'attendais pas du tout en fait. Et sur le fond du film, je trouve vraiment qu'il est passionnant. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le film est en fait un film miroir de Jusqu'en Enfer, qu'il avait sorti en 2009, puisqu'on retrouve des thématiques horreur et sociale assez similaires, sauf que ici il y a un traitement qui est, on va dire, plus différent, c'est-à-dire que le personnage central pourrait être celui joué par Alison Lohan dans le film de 2009, sauf qu'ici il y a une dimension qui est, on va dire, beaucoup plus amorale que dans Jusqu'en Enfer, qui est une fable morale, c'est-à-dire que c'est une personne positive entre guillemets qui en fait finit par devenir une horreur et à tomber littéralement en enfer. Là en fait très rapidement on comprend que ce n'est pas le cas et que en fait il y a une volonté de, un peu comme dans justement le Park Chan-wook, d'aller dans des zones plus grises. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, jusqu'à présent, souvent les personnages de Rémi, c'était un peu la même chose que Guillermo del Toro, notamment jusqu'à Nightmare Alley, c'était souvent des personnages qui avaient une forme de candeur, et de candeur morale ou de candeur idéaliste, et qui en fait étaient brisés de l'intérieur dans leur vie et qui essayaient de remonter la pente du mieux que possible. Or, en fait, très rapidement, ici, ce n'est pas le cas, puisque, en fait, on va très vite se rendre compte que le personnage qui est joué par Rachel McAdams est justement aussi vénal que peut l'être le personnage qui est joué par Dylan O'Brien, en fait. Donc, ce qui fait que c'est un numéro d'équilibriste qui est très intéressant, puisqu'il y a deux trucs, c'est comment arriver à créer un ping-pong, on va dire un ping-pong relationnel, qui fait que les deux s'envoient littéralement des tartes dans la gueule, sans que ce soit aliénant pour le spectateur et sans renoncer à cette dimension-là. Et au final, je trouve le film très réussi à ce niveau-là parce que c'est un exercice d'équilibriste qui est très difficile à obtenir en fait. À obtenir, et ce qui fait que le film a vraiment un aspect très comédie noire méchante, c'est-à-dire quand bien même il y a des éléments fantastiques, ça reste globalement un film ancré dans une réalité et où en fait l'incursion de l'horreur sonne davantage de ce qu'on pouvait voir notamment dans le cinéma espagnol, notamment du côté de Alex de la Iglesia, auquel moi j'ai beaucoup pensé, et aussi dans son côté fable amoral, comédie humour noir, au Danny DeVito,
période réalisateur, notamment de La Guerre des Roses ou de Crève-Mouche qui crève, auquel justement on peut beaucoup penser. Donc de là-dessus-là, on est clairement plus sur une vraie comédie noire plutôt que sur un film d'horreur à proprement parler, quand bien même il y a des renvois explicites aux faits antérieurs horrifiques de Sam Raimi. Je pense notamment à toute l'imagerie horrifique qui arrive certes de manière beaucoup plus sporadique que dans Un Jusqu'en Fer. Et je trouve que c'est d'ailleurs là aussi un numéro d'équilibriste par rapport à ce que Rémi peut faire, c'est-à-dire que, bon, on le sait, hein, c'est un cinéaste maintenant qui a été pillé en long et en large en travers ses effets de style. Il y en a beaucoup qui essaient de les reproduire sans succès. Et par ailleurs, même lui avait tendance à devenir un peu l'autocaricature de lui-même, c'est-à-dire dans sa reprise, ses batteries d'effets. Il suffit de voir Doctor Strange 2 pour comprendre que malheureusement le gars était, même si c'est un cahier des charges de Kevin Feige, il y a quand même un côté autoparodie qui est très embarrassant parce que justement, c'est-à-dire qu'il se repose sur ses effets et des effets usités qui ne fonctionnent, c'est pas qui ne fonctionnent plus, mais qui ont tellement été dévitalisés dans Doctor Strange 2 et par d'autres cinéastes qu'au bout d'un moment, tu es obligé de te remettre en question et de changer ta grammaire en fait. Et en fait, en ça, le film il est très intéressant parce qu'il est plus sobre que ce qu'on aurait pu imaginer, c'est-à-dire c'est même plus sobre qu'un Jusqu'en Enfer, mais ça reste très pertinent dans sa manière de redynamiter ses effets de style, ce qui fait qu'on est à la fois on est dans les deux versants de Rémi, c'est-à-dire le côté horrifique, mais aussi le côté un plan simple. C'est-à-dire le côté beaucoup plus calme de Un Plan Simple ou de Intuition de sa filmographie, et ce qui fait qu'il y a un travail d'équilibre qui est assez intéressant. Et je rajouterai dessus, c'est-à-dire que moi j'ai vu le film à titre perso comme un nouvel apprentissage quelque part. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a mais un apprentissage pour se dire comment je peux être moi-même mais en me réinventant. Et en fait de ce point de vue-là, le film est, je trouve très intéressant dans son espèce de faux classicisme en fait. C'est un faux ce qu'il avait déjà fait encore une fois dans Un Plan Simple ou dans Intuition, mais je trouve que là, il y a une manière d'amener ça qui est assez nouvelle en fait, justement par la moralité de ces personnages et le fait, on va dire, de mettre des batteries horrifiques, ces batteries d'effets un peu à la Sam Raimi, de manière un peu moins en avant, ce qui fait qu'en fait, ça va plus être un film dit de Sam Raimi dans ces thématiques, et justement le fait de se revigorer d'un point de vue justement de caractérisation de personnages, etc. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve en effet c'est un film qu'on peut qualifier de renaissance pour Sam Raimi, mais vraiment. D'ailleurs, enfin, je trouve que ça se sent. Moi, quand on regarde, bon, alors Doctor Strange, c'était terrible, mais personnellement, même son Oz, je trouve qu'il avait perdu quelque chose, quoi. Il y avait une envie de. Sam Raimi, il a toujours eu un côté un peu. Même s'il y avait vraiment de la candeur dans ses films, comme tu dis très justement, il y avait un côté sale gosse quand même, quoi. Gosse. Je pense que gosse, c'est très important, parce et j'ai l'impression que sur ces deux derniers films, il avait un peu perdu ce côté-là, le côté... Moi, je trouvais pas, par exemple, l'émerveillement que j'aurais dû trouver dans Oz, je l'ai pas trouvé. Et alors, dans Doctor Strange, n'en parlons pas. Et je trouve que là, justement, il se sort complètement de ça, dans le sens où, non, il fait pas du Sam Raimi. Du Sam Raimi, c'est devenu un cliché, hein, comme du faux Shane Black quand on voit dans Iron Man 3. Et Sam Raimi, il était réduit à des affaîtries visuelles, clairement. C'est ça. Et là, c'est plus du tout le cas. Et pour ça, je pense que... J'espère qu'avec ce film, il retrouve l'envie de faire du cinéma. Parce que je pense qu'il l'avait un peu perdu, hein, il s'était concentré sur des productions surtout, donc il avait l'air un peu à côté de sa carrière, quoi. Et là, ouais, il y a vraiment une envie de faire quelque chose, il y a une envie il y a une générosité en fait dans le film. Moi, je le trouve, en fait, c'est vrai qu'il y a un côté horrifique qui arrive de temps en temps, en fait. Je trouve que les séquences purement horrifiques, il y en a très peu. C'est surtout des séquences rêvées, en fait. C'est ça. Qui sont très réussies, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a une séquence avec la fiancée là qui est géniale. Mais là où il m'a un peu étonné quand même, c'est que, et ça rejoint un autre réalisateur qui nous est cher, qui est Peter Jackson, c'est quand même, il se fait extrêmement plaisir dans le gore. Le film, et il y a des images qui sont quand même, c'est hardcore, quoi. Un truc d'énucléation là qui est... C'était franchement, je m'y attendais pas trop. Il y a
vraiment des gerbes de sang qui sont... En plus, elles font moins cartoonesque que dans Evil Dead, par exemple, ou enfin dans Evil Dead Mm. 2 surtout, c'était très cartoon. Là, ça l'est beaucoup moins. Alors que le film, dans son ton, on va dire, il est pas sérieux, quoi. Il est clairement ancré dans la comédie. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le film devant lequel j'ai plus rigolé depuis des années, en fait, hein. Je le trouve vraiment hilarant. Et c'est exactement ce que j'espérais retrouver de Sam Raimi. C'est qu'il me procure des sensations comme ça, ben, rares, en fait. Parce que Sam Raimi, c'est ça. C'est un mec qui est capable de faire des images qui sont rares et qui est capable de te raconter des histoires qui sont rares. Et moi, c'est pour ça que je suis très content d'avoir retrouvé Sam Raimi et qu'il est vraiment de retour pour moi, là. Après, ce qui est intéressant, c'est que justement, dans cette espèce de renaissance, c'est que en fait, il y a une continuité dans son style tout en le faisant évoluer, parce que bon, on le sait, hein, c'est un cinéaste dont le style est tributaire d'Hitchcock, mais surtout du cinéma muet en fait, du cinéma burlesque, des expérimentations soviétiques, etc. Et en cela, en fait, c'est un cinéaste, c'est un formaliste qui reste très intéressant à analyser, même si paradoxalement, en fait, le fait que ce soit quelqu'un qui a un côté un peu caméléon, artisan, et une profession de foi un peu artisan touche à tout, fait que même sa mise en scène ostentatoire sera, comment dire, euh, elle sera un peu, pas dénigrée, mais un peu considérée comme la mise en scène gadget, en fait. Et c'est vrai qu'effectivement, pour en venir à l'héritage, mais c'est important parce que t'as effectivement énormément de cinéastes qui ont un côté matu et qui n'ont pas arrêté d'essayer d'émuler son style. Mais néanmoins, je trouve que il y a certains cinéastes qui, j'en reparlerai un peu plus tard, contemporains, qui arrivent, on va dire, à retrouver cette fibre-là. Mais ça, j'en reparlerai. Mais ce que je trouve génial, c'est que il y a ce côté quand je parlais voilà, de citation amorale, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un script qui met tout en œuvre, on va dire, pour raconter son histoire d'un point de vue strictement visuel. Et en utilisant notamment, je trouve que ce qui est intéressant, c'est la manière qu'il a, quand je dis de régurgiter ses figures aussi, c'est-à-dire que son style graphique se retrouve notamment dans l'utilisation très BD qu'il fait de l'île en question. C'est-à-dire que il y a des éléments graphiques qui permettent d'être automatiquement parfaitement bien spatialisés euh, dans la gestion, on va dire, de l'île en fait. C'est-à-dire qu'on comprend où on est, etc. Et la manière, on va dire, dont, parce qu'il y a un travail de symétrie narrative qui est intéressant, entre le début et la fin, etc. La manière dont notre rapport de valeur est travaillé par les personnes, enfin, notre rapport moral au personnage est travaillé en fonction de l'effet ping-pong qui est accordé au script. Et en fait, tout passe par la mise en scène, en fait. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que c'est là, pour la première fois, il s'essaie, on va dire, au survival, vraiment à old school. Et en fait, le film, il est très intéressant dans la mesure où on va dire, c'est une relecture macabre de Duel dans le Pacifique de John Boorman, dont il reprend, on va dire, l'élément clé, certains plans à l'identique, etc. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas eu, mais je le cite parce que c'est très important, parce que beaucoup ont fait le rapprochement avec Sans filtre de Ruben Östlund, La Palme d'Or d'il y a 3 ans, mais en fait le film dont il se rapproche le plus, mais je comprends pourquoi le rapprochement, mais c'est un peu différent. Mais en fait, le film dont il se rapproche le plus, c'est effectivement Duel dans le Pacifique. Alors pour faire très simple, c'est un film de John Boorman des années 60, dans lequel Lee Marvin et Toshiro Mifune, donc respectivement un soldat américain et un soldat japonais durant la Seconde Guerre mondiale, s'échouent sur une île et vont devoir, et qui passent d'abord de ennemis à justement amis, pour faire très simple, vont apprendre à se connaître et devenir amis pour survivre dans une île en fait. Donc en plus c'est un film qui joue énormément sur le langage, la communication, le non-dit, donc purement visuel. C'est un film matriciel pour le cinéma notamment de John McTiernan, c'est clairement un film qui l'a influencé. Et surtout ce qui est intéressant c'est que là où le Boorman, humaniste qu'il est,
fait en fait une œuvre en fait où la nature ça c'est typique de son œuvre, est considérée comme un espèce de nouvel Éden justement dans lequel vont renouer les hommes vont renouer l'amitié et que la civilisation est poursuivie comme est considérée comme destructrice. Lui, Rémi, il pousse, on va dire, les sorts jusqu'au loin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute qu'en fait l'île ne va pas les rapprocher et ils vont justement, on va dire, le peu d'aide que l'on pourrait avoir à un moment, parce qu'il y a une espèce d'entraide, va justement vriller, arriver à la seconde moitié du récit en fait. Et ce qu'il y a d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a une scène clé pour ça, qui est d'une violence psychologique qui paraît comique alors qu'en fait elle ne l'est pas, c'est la scène de confession sur la plage nocturne où on apprend en fait le passé cabossé, on va dire ça, du personnage de Rachel McAdams. Et en fait, c'est une scène qui est typiquement de Rémi, qu'on aurait pu avoir dans un Intuition, par exemple, où justement il y a une volonté d'aborder la réalité sociale sous un angle trash, mais droit dans les yeux en fait. C'est-à-dire il y a un truc que je trouve admirable, c'est qu'il y a une volonté de regarder la violence et la manière dont la violence sociale peut mener une personne à basculer dans la folie, dans son cas elle, parce qu'en fait tu comprends avec ça qu'en fait elle s'est réfugiée dans un instinct de survie qu'elle a répercuté dans sa fascination pour les shows télé à la Survivor, au koh en fait. Et en fait, qu'elle est tout le temps en quête de survie sociale, en fait. Donc, c'est en plus, certes, on a beaucoup parlé de Misery et de Castaway, donc Seul au monde de Zemeckis, pour le comparatif, mais en fait, c'est effectivement plus du côté de Vito, comme je disais, ou de la Iglesia et de John Boorman qu'il faut chercher le vrai dialogue entre le film de Rémi et justement ses antécédents cinématographiques, ses prédécesseurs cinématographiques. Et je trouve qu'il y a un côté salutaire parce qu'il y a un côté justement non manichéen, voilà, dans cette démarche. Ah, complètement, complètement. Et je pense que d'ailleurs, en fait, le film, il arrive à trouver sa singularité dans tous ces courants-là d'influence qui sont vraiment très clairs, hein, que tu cites, hein. Je trouve que ce qu'il en fait, c'est clair qu'il abandonne complètement le côté humaniste de Borman, d'une certaine façon. Il le traite, on va dire, différemment. Mais pour moi, c'est clairement, et là ça rejoint, je pense que ce qu'on disait, hein, de Renaissance, il y a, comme chez Park Chan-wook, on en parlait la dernière fois, il y a un côté très énervé dans le film, hein. C'est le film d'un cinéaste qui est quand même en colère, hein. Et je pense que c'est dû à ce qui s'est passé sur ses films précédents, vu que ben, c'est le genre de réalisateur qui vit pour le cinéma. Donc là, il bâtit quand même des personnages qui sont extrêmement troubles, hein, qui en fait partent comme vraiment des archétypes, mais vraiment des archétypes presque grossiers au départ, et qui, au fur et à mesure, et notamment dans cette scène que tu dis, ben, ils vont se révéler complètement différents. Donc nous, en tant que spectateurs, on va les voir vraiment différemment. Elle, Linda, au départ, on la voit vraiment comme une guerrière, une battante. Moi, je trouve qu'on sentait que c'était quelqu'un... c'est suffisamment bien écrit pour qu'on sente que c'est quelqu'un qui avait vécu quelque chose d'assez dur. Ce qu'il amène, c'est pas vraiment une révélation, c'est plus une confirmation. Moi, là où je trouve qu'il fait très fort, c'est con, hein, mais c'est ce qu'il amène au personnage de Bradley, en fait. Où c'est vraiment... il a tout pour être détestable, ce mec. On le déteste, hein, C'est vrai. sa façon de le filmer, de toute façon, hein, dès le départ, hein, dans les bureaux, avant qu'ils arrivent sur l'île, comment il le montre sans cesse en contre-plongée d'une façon, mais il a un dédain qui émane de lui. Comment il filme en plus, comment il monte en opposition des gros plans sur le visage de Rachel McAdams, qu'il essaye de rendre moche, même s'il n'y arrive pas vraiment, mais on voit le but, quoi. Il y a un côté, il veut nous dégoûter avec elle, et lui, il veut nous montrer son dégoût pour elle, donc en même temps nous faire éprouver du dégoût pour lui, dans le sens où c'est quelqu'un qui a un dédain terrible. Et il y a cette scène où il va nous révéler son passé, en fait, hein, et un élément de son passé, et ça va forcément changer quelque chose sur la manière dont on va l'aborder. Après, ben, là où c'est très intelligent et qui, encore une fois, on pourra reprocher tout ce qu'on veut à ce film, et tout sauf manichéen, c'est que ben, tous ces éléments, ils vont, en fait, ça va sans cesse être remis au goût du jour finalement, parce que ben,
À un moment, on se dit que ça va bien se passer, qu'ils vont réussir à s'entendre. Il y a presque un petit air de romance, un truc, Mm. le cliché complet du couple coincé sur une île, mais qui va dynamiter d'une façon mais phénoménale quand même. Et c'est toujours comme ça finalement dans le film. C'est une espèce de succession comme ça de sales coups qui vont se faire les uns les autres, de trahisons. Et je trouve que ça se tient vraiment bien. Ça lui permet d'avoir une rythmique comme ça qui le film il faiblit vraiment pas. Je trouve qu'il a aucun temps mort vraiment. Et tout ça en fait, ce que ça, là où ça emmène, c'est je trouve que dans le final par contre, là on retrouve vraiment le Sam Raimi Tex Avery quoi. Je trouve que comment il nous amène vers le duel final, il est incroyable. Bah, c'est littéralement les mêmes valeurs de cadre, c'est-à-dire quand lui le pointe son fusil à pompe sur elle, et qu'elle en plus est filmée, c'est littéralement les mêmes valeurs de cadre que dans L'Armée des Ténèbres, lorsque Ash Williams pointait son fusil à pompe sur la sorcière au début du film en fait. Donc c'est littéralement les mêmes valeurs de cadre, mais retravaillées de manière justement, on va dire, moins ostentatoire. Il y a également, bah, on l'a oublié, mais le personnage s'appelle Linda. Linda, c'était le nom de la compagne de Ash dans Evil Dead 2. Tout Et à fait. t'as tout le. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que l'idée de génie, c'est que. Alors, qui est très casse-gueule en plus, je trouve, en termes scénaristiques. Mais en plus, je trouve que c'est. En plus, bon, c'est assez intéressant parce que les gars qui ont écrit ce script, bon, c'est ceux qui ont écrit, qui étaient connus jusqu'alors pour Freddy contre Jason. Donc je pense qu'à mon avis, ils ont dû bien galérer pour vendre leur script. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a un élément que je trouve encore plus couillu, qui est souvent qui est souvent difficile à, enfin, qui pourrait faire chuter le film en fait. C'est le fait qu'en fait ils sont, mais c'est logique, quelque part avec notre monde interconnecté aujourd'hui, on les retrouverait très facilement en fait. Des disparus d'une île, on les retrouve maintenant, on pourrait les retrouver très facilement. Et là en fait il prend le pari du bateau, c'est-à-dire qu'il y a il y a une première arrivée de bateau où elle dit non, je ne veux pas être sauvée, et en fait, tu as une deuxième arrivée de bateau qui relance le film, on va dire voilà, sur une autre voie, et qui met en scène la compagne du personnage. Comment il s'appelle? Bradley. Attends, du personnage de Bradley. Et justement, ça crée une dynamique dramatique qui va augmenter l'horreur du récit. Et ce que je trouve assez génial, c'est que ce personnage-là, le personnage de la compagne, est traité littéralement comme est traité littéralement comme un fantôme dans Evil Dead en fait. Mais de manière, encore une fois, plus proche de ce que pourrait faire Alex de la Iglesia, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dimension surnaturelle, mais par contre, tu as un effet très grotesque qui est amené dans l'horreur. Et en fait, c'est le seul, on va dire, le seul personnage vraiment lumineux du film, parce qu'elle n'a rien demandé, en fait, au final. Et en plus, il y a une utilisation que je trouve géniale, c'est de la bague. Parce que la bague, c'est un fusil de Chekhov, et qui en fait est utilisé au départ, on pense juste que c'est le signe de richesse qu'envie justement le personnage de Rachel McAdams, et en fait ça va devenir une utilisation narrative, j'en dis pas plus, pour déterminer une des révélations la révélation que Bradley va avoir par rapport au sort de sa compagne. Et en cela, je trouve le film vraiment... Enfin voilà, il maximise tous ses effets à l'écran. Et c'est vrai qu'effectivement, la dernière partie où littéralement ils se détruisent la gueule, littéralement t'es dans un décorum de forêt de sorcières en fait. C'est-à-dire c'est littéralement un décor que t'aurais pu avoir dans un Evil Dead ou j'allais dire même dans un Roger Ebert pour parler d'un cinéaste contemporain, c'est-à-dire un décor vraiment de forêt et tout horrifique, folk horror, et qui tranche justement avec ce qu'on vient de voir, mais qui ne casse pas la suspension d'incrédulité. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a repris aussi une figure graphique, alors pourtant le film est nul, de Doctor Strange 2, où en fait avec le personnage de Elizabeth Olsen qui avait l'espèce de visage défiguré en deux, c'est-à-dire que ça faisait comme une fissure sur son visage, et là il peut enfin l'exploiter pleinement en fait à travers le visage horrifique qu'a Rachel McAdams. Après, effectivement, tu as le gros twist final qui arrive justement dans le dernier acte où justement on découvre une habitation, etc. Et effectivement, ça peut prêter, c'est dans les petits défauts du film, parce que c'est souvent le cas dans ce genre de truc, est-ce que ça pose une question quant à la crédibilité du twist en tant que tel par rapport à ce qu'on a vu auparavant dans l'intrigue. Voilà. Mais après, voilà. Oui, après, est-ce que vraiment, pour un film comme ça, est-ce que la crédibilité, c'est quelque chose de vraiment important? Je suis pas sûr. Ça dépend.
Ça dépend de ton ressenti de spectateur, ça dépend euh, bah, en fait, si tu veux, c'est que c'est toute la problématique d'un twist, quel qu'il soit, hein, je parle pas pour ce film-là, je parle globalité. C'est de savoir si après tu peux revoir le film, même en ayant connaissance de cause, mais que ça tienne la route en termes de world building, c'est-à-dire de création d'univers et tout. Là, après, il faudrait que je revoie le film. Moi, je trouve que c'est bon. Comme on a dit, on spoil, donc c'est pas grave. Mais Oui, oui, cette vas-y. villa qui est sur l'île, en fait, pour ma part, hein, je trouve ça assez cohérent avec le fait que ben il y a une espèce de signe quelque part sur la montagne qui montre qu'elle est Oui. là et qu'il y a quelque chose. Il y a un grand X, hein, donc bon. Écoute, c'est pourquoi pas, tu vois. C'est du coup, ça me choque pas en fait. Au moment où j'ai vu qu'il est tombé sur cette villa, que ça correspondait à l'endroit où, comme sur une carte dans un dessin animé, il y avait un X, bon bah très bien, il n'y a pas de problème. Tu vois, là je trouve ça Oui, me je vois ce choque que pas. tu veux dire. Alors que par contre, surtout que elle a exploré l'île. Donc elle a pu tomber dessus et étant donné son personnage qui se révèle comme ça sur cette île alors qu'elle pouvait pas s'exprimer comme elle voulait à la ville, pour moi ça marche très bien. Contrairement à Sans filtre, par exemple, hein, vu que les gens le Allez, on y comparent à vient. Sans Ça y est, on filtre, rentre dans l'art. oui, non, mais on est obligé, c'est l'éléphant qui est dans la pièce, mais où il y a cet ascenseur qui sort, mais de nulle part à la fin. Puis personne s'était dit qu'il fallait explorer l'île où ils étaient. Enfin, et là, c'est débile, tu vois. Et ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe. Du coup, j'y crois pas une seconde qu'il y a un ascenseur là où ils sont. Alors que là, la villa, bah bien sûr. Pour moi, ça marche très bien, ça. Après, je pense que l'excuse de Ruben Östlund, c'est d'aller dans la fable surréaliste. Et c'est vrai qu'effectivement, dans les deux films, t'as une scène centrale de vomi. L'un dans le bateau et l'autre justement qui traduit la question du mépris de classe en fait. Voilà, dans les deux cas, aussi bien chez le Rémi que chez Östlund. Après, moi je suis pas fan du Östlund pour un simple, même si je sais que beaucoup l'ont comparé au Rémi, en bien ou en mal, hein, peu importe, mais c'est vrai que c'est un comparatif qu'on lit très souvent, parce que en fait, il y a effectivement une volonté de questionner la lutte des classes à travers justement ce, ce indice sur un côté survival sur une île. Bah, en fait, si on fait le parallèle avec Sans filtre, c'est parce que c'est pas tellement en fait que par rapport forcément à Ruben Östlund, même s'il y a des passerelles, c'est parce qu'en fait, Send Help, ça s'inscrit dans toute cette vague contemporaine de films qui ont tenté, on va dire, qui sont ce qu'on appellerait de la parasexploitation, c'est-à-dire qui sont inscrits dans le sillage du film de Bong Joon-ho, notamment en quête, on va dire, de satire sociale en fait, mais à visée, on va dire, plus populaire, comme justement l'exploit qu'avait réussi Bong Joon-ho. Donc il y a les films de Ruben Östlund, donc il y a Sans filtre, il y a également Le Monde après nous du créateur de Mister Robot. Vous aviez aussi Lucky Strike, qui est un film coréen qui est sorti en 2000. Enfin, et vous en avez deux trois autres dans ce style-là qui ont essayé d'émuler le film de Bong Joon-ho. Et en fait, si tu regardes bien, c'est une scène Help, ça s'inscrit clairement dans ce sillon-là, mais à l'instar d'aucun autre choix de Park Chan-wook, c'est clairement le haut du panier de cette vague-là. C'est-à-dire que, parce que tout simplement, ils ne cherchent pas à émuler le film de Bong Joon-ho, ils vont sur leur propre terrain respectif, ce qui fait que justement, ben, dans l'un c'est un pur survival, dans l'autre c'est un pur des mécaniques de thriller, et ce qui fait qu'en fait le comparatif, on va dire avec Bong Joon-ho, quand bien même il s'inscrit clairement dans ce sillage-là, clairement dialogue avec le film de Bong Joon-ho, je préfère le terme dialogue plutôt que de s'inscrire dans le sillage, leur permet, on va dire, de tirer leur épingle du jeu. Parce que justement, en fait, ces deux comédies noires, dont je parle pour Send Help et Aucun autre choix, sont des œuvres de vrais cinéastes. C'est-à-dire de cinéastes qui ont chacun un style. D'ailleurs, par les Park Chan-wook, le style de Park Chan-wook, en termes d'héritier de Sam Raimi, c'est probablement avec Edgar Wright, celui qui s'en rapproche le plus, on va dire, dans son approche stylistique et justement mathématique de la mise en scène. C'est vraiment pour moi les deux héritiers les plus visibles entre guillemets par rapport justement à Sam Raimi. Mais ce qui est intéressant pour en revenir au sujet, c'est que c'est Send Help et Aucun autre choix dialoguent plus avec le film de Bong Joon-ho pour proposer leur propre lecture personnelle plutôt que d'aller sur le même terrain que Bong Joon-ho et justement de l'aseptiser quoi. Voilà, ou t'en livrer une version bête, comme peut le faire Ruben Östlund, quoi.
Ouais, après, moi, plus que des relectures, je dirais que ce sont des films qui appartiennent à un courant de pensée, on va dire, qui est proche. Je pense que c'est Oui, plus là-dedans. Parce qu'après, c'est quand même difficile de les comparer. bah après, si tu veux, c'est que Parasite, c'est un peu comme Seven, ou c'est comme Les Dents de la Mer en fait. C'est que si tu veux, c'est des films qui ont été de telles bornes, de tels phénomènes à leur sortie, parce que c'était des anomalies en soi, qu'automatiquement, parce qu'en plus c'est des films qui captent l'air du temps, qu'automatiquement tu vas avoir des gens qui vont vouloir remanier la formule soit de manière commerciale, soit parce que c'est des films qui captent l'air du temps et qui vont en fait être involontairement ou plus ou moins volontairement reproduits en fait. Donc c'est plus en fait des films qui s'inscrivent dans l'air du temps, en bien ou en mal, et à toi de démêler, on va dire, ceux qui ont de la valeur ou pas en fait. Voilà, tout simplement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais là-dessus, oui, complètement. De toute façon, Last and Help, c'est un film qui est clairement dans l'air du temps, hein. Voilà. Enfin, après, je sais pas au niveau du monde entier comment ça fonctionne, hein, mais dans nos réseaux à nous, bon bah, on voit bien que en ce moment, c'est pas trop le grand amour entre les gens et les grands patrons, quoi, hein, surtout quand c'est des Non, ça c'est CEO comme clair. ça. On n'est pas trop Et dans qu'on ce retrouve délire-là, donc. d'ailleurs dans aucun autre choix d'ailleurs. Qu'on retrouve d'ailleurs, il y a Ah, une. tout à fait, oui, oui, oui. Qu'on retrouve C'est d'ailleurs. là-dessus, oui, oui, les films, ils sont. C'est pour ça que quand je parlais qu'ils étaient en colère, ils sont en colère un peu pour les mêmes raisons, quoi, hein. Ce Oui, qui est non mais marrant, clairement. c'est de voir que bah, Rémi, je sais plus quel âge il a, mais il... c'est censé être presque un sage maintenant. Non, Et oui, je c'est pensais que ça. c'en était devenu un, mais c'en est pas un en fait. Et c'est ça qui fait Non, plaisir pas du finalement. tout. Pas du tout, mais je pense qu'on va dire ce qui aurait été, ce qui est intéressant de voir pour la suite, c'est de savoir si ça va faire comme Shyamalan en fait, c'est-à-dire est-ce que ça va être comme Split, c'est-à-dire quand tu voyais Split, beaucoup disaient ah bah ça y est, il va revenir enfin. Et malheureusement, pour beaucoup, ça n'a pas été le cas parce que ça a redescendu très rapidement. Moi, ce que j'espère, c'est surtout que ça ne fasse pas la même chose, en fait, que si ce film-là soit pas une anomalie, mais vraiment le début d'un renouveau pour lui, quoi. Après, il est dépendant de l'industrie hollywoodienne, donc il travaille dans un circuit, voilà. Après, il a un avantage, c'est que son film marche. C'est un joli succès au box-office C'est vrai. américain. Il a de bonnes critiques et tout. Et surtout, il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est-à-dire que les gens vont au cinéma, commencent à délaisser les franchises dans lesquelles même lui s'était enfermé, et veulent voir justement des films plus originaux, ou du moins des films qui ne sont pas des IP comme on dit, d'où le succès de films comme justement Sinners dans passé, ou justement surtout dans l'horreur en plus, hein, The Substance, ou alors plus récemment, là on a appris récemment qu'il y avait un YouTuber qui avait sorti un film d'horreur tiré d'un jeu vidéo, Iron Lung, pareil, moi je ne savais pas avant la semaine dernière que ce film-là existait, que ce YouTuber-là existait, mais malgré tout, voilà, il y a quand même une volonté des gens voilà, de sortir des franchises et de laisser leur chance à des films entre guillemets originaux. Donc il peut peut-être, à mon avis, continuer sa carrière sur ça, miser sur ça, son renouveau aussi sur ça, sur une volonté aussi du public de voir autre chose. Voilà. Mais je pense que c'est très important parce que enfin voilà, on va pas de raconter n'importe quoi, mais aujourd'hui, le cinéma c'est cher. Pour la plupart des gens, c'est très très cher. C'est une sortie qui a besoin d'être rentabilisée. Et le cinéma, comment tu le rentabilises, ton expérience de cinéma? Eh ben, c'est en éprouvant un peu des sensations, quoi. Alors, C'est ça. soit on te raconte une super histoire, soit on te fait vivre un truc. Et là, Saint-Help, c'est quand même un film qui te fait vivre un truc. Ah, clairement. Bah, moi, en ce qui me concerne, comme je répète, hein, mais c'est au niveau de la comédie. Moi, je trouve que c'est un film qui est Ah, c'est très hilarant. drôle, hein. Si, pour moi, il y a deux scènes qui sont, mais elles sont déjà dans mon panthéon des scènes les plus drôles que j'ai vues de ma vie, hein. Je suis pas je suis pas un grand fan de comédie, mais là, je pense à la scène du vomi que t'évoquais. Franchement, enfin, celle de Sans filtre, elle est nulle, quoi. C'est le mec qui veut Non créer un mais malaise, elle marche non mais pas. attends, on va dire les choses très clairement. Le problème de Sans Fil, c'est que c'est fait. Je veux pas taper du sucre sur le gars. Bon, il a quand même 2 palmes d'or, donc il s'en fiche qu'on lui tape dessus. Mais c'est fait par un neuneu.
C'est Oui, littéralement c'est un mec qui se croit plus intelligent qu'il ne l'est, alors qu'en fait, c'est pas méchant, mais il a quand même il a quand même un côté infantile dans sa manière de d'aborder les satires sociales. Enfin, du moins sur ce film-là, en tout cas. sur Sans filtre, c'est un film qui est clairement bébête, ce que n'est pas du tout Ah, c'est Saint-Help. Et neuneux. du coup, sa scène, sa scène de vomi de Sam Raimi, enfin, moi, franchement, j'avais mal au ventre, elle est trop drôle. Elle est trop drôle. Et pareil, il y a une scène qui non seulement est drôle, mais en plus, elle est drôle et elle met un peu dans le bad aussi. C'est quand même la scène où Linda a paralysé Bradley. Oui, je vois de quoi Et tu vois aussi, mais et- j'ai cru qu'elle et allait le faire. Tu vois, c'est comme la elle scène fait de Spider mine dans de, Avatar. Tu vois. je suis désolé, je spoil parce que c'est obligé, mais elle fait mine de le castrer. Euh, et alors là, enfin, sa petite larme à lui là, alors qu'en fait elle a rien fait, mais c'est là où Rémi c'est un génie en fait. C'est sa mise en scène, son montage, t'y crois. T'y crois, voilà, il est trop fort. Et c'est là où il y a un génie du cinéma en fait, Rémi, c'est que il est capable de te faire avaler un truc qui ne se passe pas, mais il te fait croire que ça se passe. Et pour moi, c'est ce genre de truc que le cinéma il est magique, tu vois. Et là, putain, c'est vraiment la scène d'un mec qui est en pleine possession de ses moyens, quoi. Il sait exactement ce qu'il fait, comment il Clairement. fait. Et putain, c'est drôle. Oh là là. Mais c'est vrai que c'est une super comédie noire. Et d'ailleurs, je pense que, je terminerai dessus, c'est aussi, je pense que c'est ce qui se distingue celui-là et aucun autre choix dont on a parlé dans l'épisode précédent des autres avatars, entre guillemets, qui ont essayé d'émuler Parasite. C'est que Park Chan-wook et Sam Raimi, ils ont, alors je veux pas partir mais ils ont la profession de foi de cinéaste, d'artisans de cinéma de genre. Ça se sent dans leur manière d'appréhender leurs histoires, ça se sent dans leur manière justement de les raconter, quand bien même tu peux trouver que certains de leurs films sont bancals au niveau des scripts, de choses comme ça, il y a toujours une volonté d'assumer totalement les archétypes et d'en donner pour son spectateur, qui fait que voilà, ça emporte l'adhésion. Et quand tu disais justement faire vivre des sensations, pour le coup les 15 balles, c'est-à-dire que tu comprends pourquoi tu payes 15 balles pour aller voir un film comme ça. Voilà, ça c'est clair. Ça fait clairement partie, c'est ce que je disais sur par exemple Sinners. Tu vois la scène musicale, ça juste, voilà pourquoi je paye 15 balles. La scène de poursuite finale dans Une bataille après l'autre, voilà pourquoi je paye 15 balles. C'est ce genre de choses qui font que tu vas voir un film en salle en fait. Tu viens pour ressentir des choses que tu ne ressens pas ailleurs et encore moins dans le réel. Voilà. Ah ouais, mais je suis tout à fait d'accord. Et alors en plus, Sam Raimi, c'est quand même même si quelque part on peut se dire que c'est peut-être moins matu vu hein, sur ses effets que ce qu'il a pu faire par le passé sur ses comédies horrifiques, Mm. c'est quand même une démonstration de mise en scène qui est constante pour moi. Et surtout, je trouve le film est très fort, très très fort dans son montage. Je trouve que Ah oui, enfin, le truc de fin je crois là, qu'on parle de ça. avec le club de golf, mais putain, c'est incroyable. C'est Et c'est tout simple incroyable. en plus, c'est juste un tac, Oui, mais un ça effet. marche C'est tellement en fait c'est bien. tout simple. Ben il y a une scène moi que je trouve géniale en termes qui me montre moi qui m'a fait dire ah là oui là il est vraiment de retour. C'est tout bête, c'est la scène de transition sur la plage, sur le travelling latéral, sur le visage de Dylan O'Brien, qui en fait revient à chaque fois pour retraduire les passages du temps en fait, le temps qui passe avec une légère surimpression. Et c'est là où je me suis dit ah oui, là je le reconnais, là il est de retour, vraiment, parce que là c'est un une scène qui est construite sur cet effet et dont il utilise tout le potentiel et à des fins narratives en fait. C'est pour raconter quelque chose avec ses effets. Et c'est là où je me suis dit, ouais, là c'est quand même un cinéaste qui est en pleine possession de ses moyens. Quand bien même le film est très sombre, c'est quand même un film voilà, où tu peux te dire il est de retour. Voilà. Complètement. Et puis bon, il y a un autre truc dont on n'a pas parlé, mais juste qu'il faut l'évoquer, je crois, c'est que ce qu'il arrive à tirer de Rachel McAdams et de Dylan O'Brien, Oui, bah non, mais c'est génial parce que, enfin, je sais qu'il y a des fans, mais bon, de bah, c'est base, pas les meilleurs moi pas acteurs trop, du quoi. monde, hein. Ils me passionnent pas ces gens. Et là, je trouve que les deux, ils sont exceptionnels. Et voilà, ça aussi, hein, c'est le signe d'un cinéaste qui sait vraiment très bien diriger ses acteurs, quoi.
Bah oui, puis je pense que dans les deux cas, ça a dû être des défouloirs pour ces interprètes. Je pense que c'est surtout ça, de leur permettre de jouer des rôles qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer en fait. Parce que bon, Rachel McAdams, c'est surtout les comédies romantiques, et Dylan O'Brien, c'est surtout des séries et films pour ados en fait. Et là, en fait, je pense que c'est intéressant parce que c'est en fait quelqu'un qui a su tirer le potentiel caché, ou du moins qui a su bien utiliser des acteurs qui, je pense, avaient vraiment besoin de se défouler en fait. Et dans les deux cas, ça fonctionne vraiment très bien. Je trouve vraiment les deux, ils sont super. Vraiment, là pour le coup, ils sont vraiment bien castés. Ils savent, on va dire, ils ont vraiment enfin, ils ont vraiment un bon travail de tempo, parce que c'est quand même c'est que ça paraît bête, mais c'est très difficile à jouer des ruptures de ton émotionnelles. C'est très difficile de jouer dans divers registres au sein d'une même scène, surtout dans des scènes, on va dire, qui virent dans le grotesque, mais sans que ce soit ridicule en fait. C'est-à-dire que tu adhères au grotesque de leur personnage en fait, et en même temps pour te faire ressentir une certaine humanité, une humanité brisée en fait, dans les deux cas. Tout à fait. Et ça fait partie des grandes qualités de Sandhelp. On vous conseille très fortement d'aller le voir parce que bah, si vous aimez Sam Raimi, si vous aimez les comédies méchantes, c'est vraiment le film idéal. On va terminer, Johan. Est-ce que tu as une recommandation en rapport avec Sandhelp ou pas? Alors, j'allais dire bah, revoir la filmographie de Danny DeVito, euh, Mhm. surtout la Guerre des Roses, parce que c'est le film auquel j'ai pas mal pensé devant. Donc la Guerre des Roses, qui est une comédie des années 90 qu'a réalisé Danny DeVito, parce qu'on l'oublie, Danny DeVito n'est pas qu'acteur, ça a été aussi un producteur dénicheur de talent et un réalisateur particulièrement doué, mais dont la filmographie en tant que réalisateur est trop courte. Et il a fait vraiment des super films comme Balance ma mère hors du train, mais surtout pour moi deux chefs-d'œuvre qui sont donc Cress Mouchi crève, qui est vraiment un film façon mort de rire, mais avec, enfin c'est le mort de rire américain, et donc La Guerre des Roses, qui est en fait une histoire qui a été récemment remakée avec Benedict Cumberbatch et je me rappelle jamais de son nom. Olivia Colman, voilà, qui a été récemment remakée. Mais voyez l'original parce que en fait, c'est une guerre des sexes en fait, et c'est une grosse satire de le couple traditionnel américain. Magnifiquement bien filmé parce que c'est vraiment très brillant en termes de mise en scène graphique, justement bah, très à la De Palma, Sam Raimi, etc. Et plus c'est probablement deux des meilleurs, c'est probablement parmi les meilleurs rôles de Michael Douglas et Kathleen Turner qui sont vraiment géniaux dedans. Et c'est d'une méchanceté absolue, vraiment, c'est un bon complément je trouve à Saint Help. Voilà, donc La Guerre des Roses de Danny DeVito et plus généralement sa filmographie de réalisateur qui mériterait vraiment d'être redécouverte. Voilà. C'est vrai. Pour ma part, je vais conseiller un film que j'avais adoré à l'époque où il était sorti. Un film d'un des émules de Sam Raimi, hein, ils sont nombreux. Bon, et là, c'est pas un Indien. Je veux parler de Tucker and Dale versus Evil, d'Eli Craig. Un film Mmh. sorti en 2010, une petite comédie horrifique qui était mais complètement barré. Franchement, à l'époque, c'est gag sur gag, ça s'inspire pas mal d'Evil Dead évidemment. Mais je trouve que le gars avait réussi à trouver un tempo qui était super bien tendu. Il était très très inventif dans les différentes mises à mort. Et puis il y avait deux acteurs qui se complémentaient vraiment très très bien, quoi. Du coup, voilà, dans le genre rip-off du Sam Raimi d'Evil Dead, je trouve que Tucker and Dale versus Evil, c'était vraiment sympa. Voilà, on arrive au bout de l'émission. Donc, merci Johan pour ta participation à nouveau. Merci à toi Nicolas. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt.